Bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui est sans doute le pire tueur en série que l'Australie ait connu. Entre 1989 et 1992, il va dévaliser, enlever, agresser sexuellement, torturer et tuer 7 randonneurs avant de cacher leur corps dans la forêt de Belanglo, au sud de Sydney. Peut-on justifier ces actes à cause de son enfance difficile ou était-il un tueur né? Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous conter l'histoire d'Ivan Milat. L'Australie est connue et réputée pour ses paysages, ses plages et son climat, attirant chaque année plus de 5 millions de visiteurs venant de toute la planète à la découverte de cet immense territoire, passant par le quartier de King's Cross en plein cœur de Sydney. Mais les randonneurs ne réalisent pas à quel point ils sont vulnérables et seuls sur les routes. Même si l'Australie est connue pour être l'un des pays les plus sûrs au monde, avec tous les animaux qui y vivent. Mais au début des années 90, Ivan Milat va changer cette image à jamais. Le 30 décembre 1989, deux Australiens, James Gibson et Deborah Everest, alors de passage à Sydney, sont aperçus pour la dernière fois, faisant du stop à la sortie de Surrey Hills en direction de Albury. En janvier 1991, une randonneuse allemande du nom de Simone Schmidl quitte Sydney en autostop pour retrouver sa mère à Melbourne. Le 20 décembre 1991, Anna Abschied et Gabor Neugebauer, deux randonneurs allemands, sont aperçus pour la dernière fois, quittant en autostop King's Cross pour rejoindre Darwin. Le 18 avril 1992, Joan Walters et Caroline Clark, deux randonneuses britanniques, se lancent un défi et quittent King's Cross pour parcourir l'Australie en autostop. Mais eux aussi ne seront plus aperçus. Toutes ces victimes ont un point commun. Ils sont toutes jeunes et insouciantes avec une soif d'aventure. Ils ont toutes été aperçus pour la dernière fois en train de faire du stop. Mais ils sont toutes tombées sur les mauvaises personnes. Elles sont montées dans la voiture d'Ivan Milat. C'était un homme très intelligent qui savait très bien s'adapter aux spécificités du pays. Son terrain de prédilection était les bushs australiens. Chacune de ses victimes était de parfaits inconnus qui l'emmenaient dans des endroits déserts et isolés avant de les tuer et de cacher leur corps dans des endroits impossibles à trouver. Ivan Milat naît le 27 décembre 1944, 2 jours après Noël, dans une modeste famille ouvrière de la campagne australienne. Il est témoin des disputes de ses parents et il est le 5e des 14 enfants. Lors de sa jeunesse, il ne reçoit pas beaucoup d'amour de la part de sa famille ou de ses parents. George Milat, son petit frère, se souvient de son enfance difficile. On ne s'entendait pas très bien. Il s'en prenait souvent à moi, peut-être parce que je me tenais à carreau. Dans sa famille, les personnes les plus faibles servaient de souffre-douleur. Donc Ivan apprend très jeune à être autoritaire. Son frère George se souvient du jour où il a annoncé à Ivan que l'un des pneus de sa voiture était à plat. Je lui ai dit, tu dois avoir un pneu crevé. Il est à plat. Ivan est sorti et il est revenu quelques instants plus tard et il a commencé à me crier dessus. Millie lui a dit, hey, il vient de... Un moment tragique va marquer la jeunesse d'Ivan, la mort de sa sœur dans un accident de voiture. Il est donc confronté très tôt à la mort, ce qui le traumatisera. Il devient alors obsédé par son apparence. Il s'interdit de boire de l'alcool, car il voulait toujours être maître de lui-même. Il contrôlait tout ce qu'il faisait, son jardin et sa maison étaient toujours bien rangés. Certain Peter Cantarella, qui était son ancien patron, l'a très bien connu. Il tenait le magasin de fruits et légumes où Ivan a travaillé pendant son adolescence. Peter aimait bien Ivan, alors lorsqu'il lui a demandé d'être son garant pour qu'il puisse s'acheter sa première voiture, il a tout de suite accepté. Mais après avoir acheté sa voiture, Peter n'a plus jamais vu Ivan. Et il a donc dû rembourser son prêt, ce qui a rendu Peter furieux, mais la situation ne tardera pas à dégénérer, car certains des enfants Milat ont commencé à harceler Peter et sa famille en jetant des pierres sur leur maison. Un jour, ils sont arrivés dans le magasin de Peter, sa femme était présente et ils leur ont pris leurs armes et leurs bijoux. Mais Peter ne s'est pas laissé faire. Il est parti voir Bill et Ivan et il leur a mis une raclée, ce qui marquera les débuts des incidents d'Ivan Milat. La famille Milat fréquentait souvent le milieu carcéral et la prison de Long Bay, dont Ivan, qui a été plusieurs fois incarcéré. Ivan a commencé par des petits délits, comme des vols de voitures ou encore des vols de coffre-fort dans une caserne de pompiers. Mais il n'était pas très doué et a donc passé la majeure partie des années 60 en prison. Il passe alors à la grande criminalité quand il viole 2 randonneuses voulant se rendre à Melbourne. Elles sont les dernières victimes d'Ivan ayant survécu. Ivan fait la connaissance de sa femme Karen en 1975 alors qu'elle n'a que 17 ans et lui 30. Au moment de la rencontre, Karen était enceinte d'un autre homme
et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle décide donc d'emménager chez lui, mais va très vite regretter sa décision car leur relation n'était pas des plus heureuses. Ivan était très jaloux et possessif. Tout ce que Karen faisait devait être accepté par Ivan. Il allait même jusqu'à la frapper, et quand elle l'a quitté en 1987, il était très énervé et a décidé de se venger en mettant le feu à la maison de ses parents. Le divorce est prononcé le 13 juillet 1989. 6 mois après, James Gibson et Deborah Everest disparaissent. Dans une période de 2 ans et demi, de janvier 1990 à avril 1992, Ivan Milat Borswick sera son patron pendant plusieurs années. Il racontera qu'Ivan passait la plupart de son temps seul. Il se contentait de boire son soda en lisant son livre avant de retourner dans sa chambre, pendant que les autres restaient debout toute la nuit. Il avait beaucoup de livres sur les armes et avait toujours sur lui un couteau dans sa poche, mais ne s'en servait seulement pour couper des pommes. Un jour, alors qu'il travaille, 2 hommes lui sont tombés dessus. Le jour d'après, quand ils sont venus manger, il a sorti son fusil, l'a posé sur leur table et leur a dit « Alors, on fait moins les malins ?» Et ils sont partis en courant. Tout est très flou sur comment Ivan est passé du fantasme à la réalité en se mettant à tuer des gens. Un jour, il prend un stop Paul Onions, randonneur britannique dans la banlieue de Sydney. Paul était en route pour Mildura où il avait été embauché comme ramasseur de fruits. Ivan l'a abordé dans un magasin sur le bord de la route et Paul était ravi que quelqu'un accepte de le prendre au stop. Paul s'assoit donc dans le 4x4 d'Ivan et ils se sont engagés sur la route. Mais à un moment, Ivan s'est arrêté sur le bord de la route et sorti de sa voiture. Il a regardé sous son siège avant de sortir une arme. Paul a donc suivi son instinct. Il est sorti de la voiture et il a commencé à courir en zigzag comme la marine lui avait appris. En même temps qu'il courait, il a entendu 2 coups de feu. On était en pleine journée et il est tombé sur une voiture. Il s'est alors engouffré dedans et le chauffeur a accéléré. Durant l'année 1991, il ne va commettre aucun meurtre. Paul a certes réussi à s'en tirer, mais ce ne sera pas le cas de ses autres victimes. Caroline Clark est alors âgée de 21 ans et elle a toujours rêvé de visiter l'Australie. Elle fait la connaissance de Joan Walters à King's Cross. Ensemble, elles se font embaucher en tant que ramasseuse de fruits et décident de faire du stop. Le 18 avril 1992, elles sont aperçues marchant sur le bord de la route avec leur sac de couchage et leur tente. On ne les reverra plus jamais. 6 mois après, leurs parents, ne recevant aucune nouvelle, décident alors d'avertir les autorités. 4 mois plus tard, 2 coureurs de cross retrouvent les restes des corps de Caroline et Joan dans la forêt de Belanglo, à quelques kilomètres de l'endroit où Paul Onions a réussi à s'échapper 2 ans plus tôt. Après la découverte des corps, la police décide d'effectuer des patrouilles dans la forêt pour retrouver le tueur. Le corps de Carol était dans une position très significative. Elle était face contre terre, avec les bras relevés et la tête posée sur son bras. Elle avait reçu plusieurs balles dans la tête. Les docteurs ont alors commencé à mettre en place un profil psychologique et ont donc conclu que l'on avait affaire à 2 tueurs. Mais que nenni! Le profil montre que l'on a affaire à un homme qui aime les armes mais déteste les femmes, qui aime le pouvoir mais déteste l'autorité. La famille Milat est donc suspectée, mais aucune preuve est trouvée. Il décide alors de mettre Ivan Milat sous surveillance. 1 an plus tard, un randonneur découvre 2 nouveaux squelettes, ceux de 2 Australiens portés disparus, Deborah Everest et James Gibson. Ils ont été victimes du même mode d'action que Joan et Carol. Le tueur avait un mode d'action bien défini. La police, craignant qu'il y ait d'autres victimes, lance les plus grandes recherches jamais organisées en Australie. Plus de 300 policiers vont sillonner les 78 km de chemin forestier de la forêt de Belanglo. 1 mois plus tard, les restes de 3 nouveaux cadavres sont découverts, montant le nombre de victimes à 7. Les derniers corps sont ceux de Simon Schmidl, Gabor Nugboyer et Anya Apshid. Certaines victimes ont été frappées, d'autres ont été étranglées, tuées par balle ou à coups de couteau. Certaines ont même été violées et une décapitée. Plus les victimes avançaient et plus Ivan se montrait violent. En novembre 1993, la police lance alors un appel à la population pour trouver le meurtrier et reçoit alors plus de 519 appels. Mais l'un d'entre eux va sortir du lot. Et cet appel venait d'un certain Paul Onions, l'homme qui avait réussi à prendre la fuite à l'endroit même où les 7 corps ont été retrouvés. Il prend directement un vol pour Sydney et reconnaît directement Ivan Milat comme étant son agresseur. Grâce à ce témoignage, d'autres preuves vont être trouvées corroborant les faits, comme par exemple qu'Ivan n'était pas à son travail au moment des meurtres et des enlèvements. La police
a donc assez de preuves pour inculper Ivan Milat comme étant l'agresseur de Paul Onions. Ils obtiennent le mandat de perquisition tant attendu et le 22 mai 1994, ils effectuent une fouille dans la maison d'Ivan. Ils ont retrouvé plusieurs preuves comme les sacs à dos, les tentes, les réchauds de camping ainsi que des appareils photos, certains randonneurs. Ils fouillent aussi les maisons des autres membres de la famille et découvrent une grande quantité de munitions, un tas d'armes, des cordes, des câbles identiques à ceux retrouvés sur l'île des crimes. À chaque fois que les enquêteurs ont interrogé les membres de la famille, ils ont tous incriminé Ivan. Il est donc placé en détention, mais continue de nier les faits. En mars 1996, débute le plus grand procès pour meurtre que l'Australie ait connu. Mais Ivan continue de nier. Lors de son procès, il ne ressentait aucune émotion et maintenait qu'il n'avait commis aucun de ces crimes. Mais une preuve solide permet de remonter jusqu'à Caroline Clark, la dernière victime de Milat. Une corde cachée dans une tête d'oreiller est retrouvée et elle est recouverte de sang. Le sang est alors analysé et concorde avec celui de Caroline Clark. Les expertises balistiques ont montré que les balles utilisées concordent avec l'une des armes d'Ivan. Mais Milat a oublié de cacher la photo de sa petite amie portant un pull. Or, celui-ci appartenait à Caroline Clark. Persuadé qu'il ne sera pas inculpé, il accepte alors de passer à la barre. Alors qu'il est interrogé sur une paire de gants retrouvée dans sa maison, il laisse échapper « Je ne porte jamais de ». Il s'arrête d'un coup. Il est alors déclaré coupable et condamné à la prison à vie pour 7 meurtres ainsi que 6 années supplémentaires pour la tentative d'enlèvement sur Paul Onions. Milat sera diagnostiqué d'un œsophage terminal et d'un cancer de l'estomac en mai 2019. Il sera transféré pour un traitement de soulagement avancé de la douleur à l'hôpital Prince of Wales de Sydney le 11 octobre. Il décédera dans l'aide médicale de la prison de Long Bay dans la matinée du 27 octobre 2019. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était pas.